Il est ouvertement pro-palestinien et il a repris en son temps un slogan, le slogan mondialiser l'intifada, en clair, faire la guerre aux juifs partout dans le monde. Et quand on lui demande de condamner le 7 octobre, et bien souvent il botte en touche, il répète que le problème c'est l'occupation d'Israël. Est-ce que ça ne vous choque pas? Il y a 3 fausses informations dans ce que vous venez de dire. D'abord, le fait que ça voudrait dire faire la guerre aux juifs partout dans le monde. Comment vous traduisez ça? Mondialiser l'intifada, je veux bien votre définition. Je vais corriger vos 3 contre-informations avant de répondre à votre question. Mais mondialiser Deuxièmement, il n'a pas utilisé ce slogan. Ça, c'est une deuxième contre-information. Si, il l'a utilisé, il a repris à son constat. Pas récemment, il ne l'a pas utilisé. On lui a posé la question de savoir si ça le choquait que des jeunes personnes l'utilisaient. Et il a dit, je ne suis pas là pour faire la police des mots. Et vous traduisez ça par le fait que lui a utilisé ce slogan. Il l'a repris pardon, madame, de vous le dire. Pardon, madame, de vous le dire, mais je crois que vous êtes ici pour informer les gens et pas les désinformer. Et là, en l'occurrence, par votre question, vous les désinformez. Donc, personnellement, je n'ai pas non plus utilisé ce slogan. Par contre, je salue l'engagement de Zoran Mamdani contre le génocide en cours à Gaza. Et je dis d'ailleurs que ça lui a valu à peu près les mêmes procès que ceux que subit la France insoumise depuis des mois et des mois de manière particulièrement infecte et particulièrement inacceptable. Donc ne pas condamner le 7 octobre il a évidemment condamné le 7 octobre. Madame, s'il vous plaît, franchement, donnez des informations qui sont exactes, parce que sinon vraiment... Alors, une information exacte, il lève des fonds pour l'UNRWA, c'est une agence onusienne qui est accusée de collusion avec le Hamas. Madame, ça, c'est pas un problème aussi? L'UNRWA, oui. Vous parlez d'une agence de l'ONU. Il y a eu une enquête qui a été faite sur ce sujet, sur cette soi-disant collusion avec le Hamas. Quelles ont été les conclusions de cette enquête, madame? C'est qu'il n'y avait aucune collusion avec le Hamas. Donc, s'il vous plaît, et c'était une enquête qui était une enquête indépendante et internationale. Mais franchement, vous vous rendez compte de la question que vous êtes en train de me poser? L'UNRWA, c'est une agence humanitaire qui ouvre des écoles pour les enfants palestiniens. Et vous êtes en train de reprocher à Zoran Mamdani de financer l'UNRWA. Vous savez que la France finance l'UNRWA. Et vous savez que heureusement que la France finance l'UNRWA et qu'aujourd'hui Donald Trump veut plus financer l'UNRWA. Mais franchement, je crois que vous êtes vraiment trompé dans votre question. Ce qui me pose problème dans la Ve République, c'est l'irresponsabilité du président de la République. C'est-à-dire, il est élu, et pendant 5 ans, vous n'avez aucun pouvoir à qui il doit rendre des comptes, jusqu'à l'élection suivante. Et donc, en fait, ça transforme le citoyen en un acteur épisodique. C'est-à-dire, il vient, il vote... Ça, c'est ce que dit Mélenchon lui-même. Au fond, c'est le peuple qui décide. C'est plus le rythme que... Enfin, je veux dire, c'est plus une question d'organisation des consultations. Bah, pas seulement, c'est... Que de légitimité fondamentale du peuple, non? Bah, oui, mais précisément, le peuple, pour qu'il puisse exprimer sa souveraineté, il faut qu'il ait les moyens de le faire. Or, s'il ne peut le faire qu'une fois tous les 5 ans, ça veut dire qu'entre deux, dans l'intervalle, le président de la République n'est responsable devant personne. Je dis pas qu'il doit tout le temps être responsable que devant le peuple, mais comment fonctionnent les modèles parlementaires européens classiques? Le président de la République a un rôle totalement symbolique, par exemple en Allemagne, pour prendre cet exemple, et celui qui dirige la politique, c'est le Premier ministre, et le Premier ministre est responsable devant les assemblées. Mais en France, c'est pas le cas. Et ce principe d'irresponsabilité, de mon point de vue, il se répand à chacune des strates. Et donc, on considère que l'élu, il fait sa campagne, et une fois qu'il a gagné, il fait ce qu'il veut. C'est un argument, ça. Et ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument, c'est tout ce qu'on dit sur la modification des réseaux, la vitesse de l'information, à mon avis, nécessite pas, comme je l'entends parfois, de détruire la démocratie représentative, parce qu'on me dit, oui, là, vous voulez détruire la démocratie représentative. Non, mais d'introduire des formes de participation ou de démocratie directe dans la démocratie représentative. C'est-à-dire d'avoir le référendum d'initiative citoyenne, d'avoir la possibilité à mi-mandat de révoquer un élu. C'est-à-dire d'avoir pour les citoyens des droits d'intervenir au cours du mandat, et pas seulement quand vous n'êtes pas content, vous dites bon, attendez dans 5 ans, et puis dans 5 ans vous direz que vous n'êtes pas content. Voilà, je trouve qu'on peut inventer un système qui soit un système nouveau, et nous on propose pas de l'inventer nous-mêmes, parce qu'on pense justement que l'abstention, la crise politique que l'on connaît exprime la défiance que les citoyens ont vis-à-vis de la chose politique. Et que quand vous croyez plus aux règles du jeu, vous arrêtez de participer au jeu. Tu crois et pas que si vous voulez croire aux règles du jeu demain, il faut réécrire les règles du jeu ensemble. Et c'est ça la constituante. Indépendamment de la question de la responsabilité, j'entends ce que tu dis. Tu crois pas que les Français ont besoin d'un chef? Un chef? Non, un chef, d'abord, c'est pas... Oui, une chef, évidemment. Oui, une chef, c'est pas vraiment ma terminologie, mais après... les filles, il y a un chef quand même. Oui, mais le système politique que je propose, c'est pas un système politique où à la fin il n'y a pas de gouvernement, dans lequel il n'y a pas de Premier ministre. Bien sûr. Donc évidemment qu'à un moment,
toutes les décisions du pays peuvent pas être décidées en assemblée générale globale à 70 millions d'habitants. Je suis d'accord avec ça, y a pas de problème. Évidemment qu'il y a c'est pour ça que je dis, il doit forcément y avoir une part de démocratie représentative et de représentation. Sinon, on ne sait pas comment faire. Et puis, il y a une cohérence des politiques publiques. Elle ne peut pas être soumise non plus aux aléas. Donc, c'est pour ça qu'il doit y avoir aussi des temporalités. Une certaine continuité, donc quand même dans l'action. Faute de quoi, il n'y a pas de résultat. Bon, et donc, c'est pour ça qu'il faut tenir compte. Moi, j'essaye d'être plus modéré que l'image qu'on essaye de renvoyer de nous parfois, en tout cas plus. C'est-à-dire, on peut avoir un chemin entre la démocratie représentative telle qu'elle est aujourd'hui, qui est l'irresponsabilité du président de la République, et à l'inverse, l'idée que tout changerait tout le temps, qu'il y aurait aucune... On peut trouver quand même un équilibre. L'intelligence, c'est de tenir compte. Et on peut pas considérer que la vie politique, elle n'est pas impactée par les modifications de transmission de la vitesse de changement de la vitesse d'information. Vous pouvez pas considérer que la vie politique française, elle fonctionne de la même manière quand vous aviez une chaîne de la télévision et que tout le monde était à 20h le soir devant le journal télévisé pour comprendre ce qui s'était passé dans la journée. Et aujourd'hui, où toutes les minutes, vous pouvez avoir accès à ce qui s'est passé sur l'ensemble du pays quasiment. Forcément, ça a des conséquences. Non, il faut aussi réaffirmer des principes intangibles qui, eux, ne doivent pas être soumis aux variations. Tout ne peut pas être soumis aux variations. C'est ça. Mais bon, ça m'intéresse parce que dans le capitalisme financiarisé où tout bouge tout le temps, j'aimerais bien qu'il y ait plus de gens qui disent que parfois il faudrait respecter un certain nombre de principes intangibles aussi. Le combat politique, c'est parfois violent. Tu en as fait l'expérience, heureusement, bénigne, avec l'envoi d'un colis piégé. Ça te paraît là aussi refléter l'époque, Alors d'abord, je vais juste dire, moi j'ai pas reçu le colis chez moi. Il a été intercepté avant que je le reçoive. D'ailleurs, il y avait d'autres élus qui étaient dans ton cas. Alors pas d'autres élus, d'autres personnalités. Ouais. D'ailleurs, je me suis beaucoup interrogé sur pourquoi nous, parce qu'on n'avait pas forcément de grandes choses en commun. Il y avait deux journalistes et une humoriste. On n'avait pas spécialement de positions qui étaient des positions communes d'ailleurs. Mais évidemment, elle a été interceptée avant. Ça dit peut-être quelque chose de l'époque, c'est vrai, de un peu on voit que la violence un peu de la conflictualité politique. Et les filles, il n'y a pas une part de responsabilité là-dedans ? Le verbe de Jean-Luc Mélenchon est souvent tranchant. Ouais, mais justement, j'entends parfois dire ça, mais précisément, moi, je considère que le verbe peut être tranchant, et c'est pas un problème que le verbe soit tranchant. Et que tout le monde doit comprendre que c'est pas parce que le verbe est tranchant que des actes tranchants doivent suivre le verbe tranchant. Et y compris, je pense que la polémique politique, y compris parfois de manière ferme et dure, elle doit jouer aussi en quelque sorte le rôle de catharsis des contradictions qui existent dans la société. Si le débat politique il est que apaisé, le risque c'est que cette violence des rapports de force, parce que la violence des rapports de force elle existe dans la société, c'est pas moi qui la crée, si elle s'exprime pas d'une certaine manière, je veux dire le champ politique, le champ de la représentation, son objectif, c'est aussi d'exprimer les contradictions qui existent dans la société, de les représenter. Si on refuse ça, elles vont s'exprimer d'une autre manière. Et là, ça sera extrêmement problématique. Après, moi, je dis pas qu'on n'a aucune responsabilité sur rien. Tout le monde a une responsabilité sur tout. En tout cas, moi, je pense qu'on aura du mal à trouver des moments où on n'a pas fait la part des choses entre la critique politique qui peut être très acerbe, très dure. Moi, je l'assume parfois. Et par contre, le respect, évidemment, de l'intégrité de la personne et du refus qu'elle subisse des violences physiques qui sont évidemment inacceptables. Qu'est-ce qui va rester des mandats de Macron ? C'est difficile à dire parce que, y compris là, on voit que même ce qui devait être un peu ses totems à lui, que nous on a combattu, s'effondre en vérité. La question des retraites, même si honnêtement, c'est plutôt, de mon point de vue, une entourloupe pour gagner du temps. Mais en tout cas, le sujet n'est pas soldé. Et il sera dans la prochaine élection présidentielle. C'est très probable. Dans tous les cas. À part ça, c'est quoi ? Des crises successives. Et toutes n'ont pas été provoquées par lui, d'ailleurs. Il en a provoqué quand même. Je ne dis pas que, évidemment, je ne dis pas que toutes les crises ont été provoquées par lui. Moi, mon sentiment, mais évidemment, je parle d'un point de vue orienté, c'est du temps perdu et un pays qui a plutôt régressé alors que le monde bougeait très vite autour.
C'est-à-dire que quand même, si on se rappelle de l'élection de 2017... Les promesses de 2017. Mais même pas uniquement de ces promesses, de quelle était la situation mondiale, et quand on la regarde aujourd'hui, il y a de quoi avoir le vertige sur comment les choses ont évolué. Le droit international... Malmené. Détruit. Enfin, oui, malmené si on est optimiste, mais il y a plus rien. Le mythe de la mondialisation néolibérale comme étant malmené. Optimal, oui. Tout ça a bougé très vite. Tout ça a explosé. Oui. En 2017, on se posait encore la question de savoir si on était... Et on se disait toujours qu'il fallait respecter les accords de Paris, limiter la hausse de la température à 1,5. Aujourd'hui, tous les scientifiques vous disent c'est trop tard, c'est fini, on n'y arrivera pas. Et donc le sentiment qu'on aura perdu 10 ans dans une décennie, dans un siècle et à un moment auquel on ne pouvait pas se le permettre. Merci Manuel Bompard. Merci beaucoup. D'avoir échangé comme ça sur ces bien. questions fondamentales. Une dernière question. Est-ce que tu aurais un bon livre à nous conseiller, un livre récent qui t'aurait paru intéressant, quel qu'en soit le sujet, pas forcément politique, mais quel est le dernier bon livre que tu as lu? Alors moi, j'ai lu un livre qui m'a passionné et qui m'a en même temps fait froid dans le dos. C'est un livre qui s'appelle Les Irresponsables, qui a été écrit par l'historien Yoann Chapoutot. Formidable. Et qui raconte les conditions de l'arrivée au pouvoir des nazis en Allemagne dans les années 30. Et la complicité des élites, pour le coup, la complicité totale des élites. Et sans vouloir faire de métaphores ou de comparaisons historiques, parce que chaque période de l'histoire a ses particularités. Ça m'a fait froid dans le dos, parce que... Et j'ai lu des similitudes avec la situation qu'on connaît en France.